Quel est le point commun entre David Guetta, Trayvon Martin, un jeune noir assassiné aux États-Unis l'année dernière, le dernier jeu vidéo à la mode, GTA V, ou encore la communauté homosexuelle d'Afrique du Sud? Tous ont fait l'objet de pétitions en ligne qui les ont aidés, portés ou mis dans l'embarras. Ils le doivent à un site internet qui a révolutionné le militantisme, change.org. « 4 septembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Des militants de la cause homosexuelle célèbrent leur victoire. Après 2 ans de lutte, le gouvernement vient d'annoncer qu'il va durcir les peines contre les auteurs de crimes homophobes. Ce succès, ils le doivent à un puissant mouvement mondial, lancé non pas dans la rue, mais sur le site internet change.org. Leur cause a reçu le soutien de plus de 2 millions de signataires, suffisant pour faire plier les autorités. L'arme derrière les combats, le site change.org, créé en 2007 à San Francisco, aux portes de la Silicon Valley. Son inventeur, Ben Rattray, 32 ans. Nous sommes ici au siège de Change.org à San Francisco. Nous avons 18 bureaux dans le monde, dont 3 aux États-Unis. Le site est un réseau social de la pétition. Chacun peut y lancer une revendication et la partager en ligne. Notre objectif, c'est de donner aux gens des outils pour prendre le pouvoir, et on est ravis d'y arriver. Vous voulez changer le monde? On essaye en tout cas. Change.org compte 40 millions d'utilisateurs, 35 000 pétitions sont lancées chaque mois. Ben Rattray a été désigné par CNN et le Time Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Il multiplie les interviews où il raconte toujours la même histoire, celle d'un étudiant qui voulait devenir trader et qui a changé de voie, comme ici interrogé par Chelsea, la fille du couple Clinton. Qu'est-ce qui a changé vos ambitions? Lors de ma dernière année d'université, l'un de mes frères a révélé qu'il était gay. Et il m'a dit que ce qui est le plus difficile à vivre dans la discrimination, c'est de voir des gens bien rester là sans rien faire. Il parlait des gens comme moi. C'est vrai, j'ignorais sa souffrance. J'étais égoïste. Et c'est la première fois que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres ? Depuis l'explosion de sa notoriété, Ben Rattray collectionne ce qu'il appelle des victoires, des situations qui ont changé grâce à son site. Certaines futiles, comme l'annulation d'un concert de David Guetta facturé 400 000 € à Marseille. D'autres plus sérieuses, grâce à une pétition en ligne par exemple, des poursuites judiciaires ont été lancées contre l'assassin du jeune Trayvon Martin aux États-Unis. Une fois par semaine, Ben Rattray réunit ses équipes pour faire le point sur les pétitions en cours. 5, 4, 3, 2, 1... Bon vendredi à tous, je suis super content d'être de retour. Comme toujours, on commence par le cri de la ville depuis laquelle nous appelons, donc on y va. San Francisco! Les bureaux aux 4 coins du monde exposent chacun leur tour les principales pétitions de la semaine. On écoute Irène qui appelle d'Europe. Bonjour. Lundi, Teresa, la maman d'un petit garçon autiste, a appris que l'Éducation nationale en Espagne allait supprimer les assistants scolaires pour les enfants handicapés. Rien que cette semaine, plus d'une centaine de victoires pour le site. L'une de nos plus grandes victoires cette semaine, c'est en Inde. On a lancé une pétition pour que les citoyens aient accès à des informations sur les institutions, alors que le gouvernement là-bas essaye de leur cacher des choses. Grâce à la mobilisation sur change.org, puis dans la rue, la loi va changer. C'est ça le pouvoir des individus. Pour comprendre l'impact de ces pétitions en ligne, retour en Afrique du Sud avec les militants de la cause homo. C'est cette jeune femme qui a lancé le mouvement il y a 2 ans. Face à la montée des viols qui visent les lesbiennes, soi-disant pour les guérir de leur homosexualité, elle décide d'interpeller le président de la République et le ministre de la Justice. Je voulais qu'ils soient avec nous. Je voulais leur demander pourquoi ils ne faisaient rien. Je n'imaginais pas que ça toucherait le monde entier. En 3 mois, elle récolte 170 000 signatures. Lorsque j'ai commencé cette pétition, cela a mis énormément de pression sur le gouvernement. Et grâce à cette pression, on a fait bouger les choses. En tout cas, pour moi, tout a changé. Aujourd'hui, un projet de loi est en cours pour punir les actes homophobes.
Sur le site, toutes les pétitions sont les bienvenues, mais certaines sont volontairement soutenues et mises en avant afin de faire grimper plus rapidement le nombre de signatures. Dans la réunion média du jour, le choix se porte sur une affaire de harcèlement. Une jeune femme lance une pétition pour que des photos d'elle dénudée, postées par son ex-petite amie sur un site internet, soient retirées. Je pense qu'on pourrait facilement avoir une couverture médiatique nationale avec cette histoire, car c'est très concernant. Pour moi, ça rejoint les phénomènes des sextos chez les ados. Il y a de gros enjeux dans cette histoire. La seule limite de Change.org, interdiction d'appel à la violence ou de propos haineux, racistes par exemple. Mais à part ça, tout est permis. Résultat des pétitions contradictoires, pour et contre l'avortement, ou encore pour et contre le droit de porter une arme aux États-Unis. On trouve aussi des milliers d'appels beaucoup plus farfelus. Le dernier en date, une pétition pour que le jeu vidéo GTA V soit disponible sur PC. On est profondément différent des ONG. On n'a pas de programme politique et on n'a pas non plus de point de vue sur le contenu des pétitions. Et c'est pour ça qu'on est l'endroit idéal pour n'importe quelle pétition. On n'a de préjugés ni sur les campagnes, ni sur les idéologies. Ben Rattray prétend changer le monde avec sa méthode, mais sans oublier de faire du business. Les internautes les plus riches peuvent payer pour mettre leur cause en avant sur le site. C'est ainsi que Change.org prospère. L'an dernier, il a réalisé 11 millions de dollars de chiffre d'affaires. À l'époque, elle s'occupe d'un site internet sur lequel des échanges d'enfants adoptés ont lieu. Elle joue les intermédiaires, jusqu'au jour où elle réalise qu'une des familles adoptantes est en fait bien connue des services sociaux et que la mère a été condamnée pour maltraitance sur ses propres enfants. Megan panique et part récupérer les petits. On le savait déjà, on trouve de tout sur Internet. Mais des enfants à adopter, ça, c'est quand même une première. Le scandale a éclaté il y a 2 mois aux États-Unis. Un univers sinistre sur Internet vient d'être découvert. Des parents mécontents de leurs enfants adoptés tentent de leur trouver une nouvelle maison. Une enquête de l'agence Reuters a révélé que des parents se servaient d'Internet pour se débarrasser de leur enfant adopté. Entre 2007 et 2012, plus de 260 enfants auraient ainsi été proposés pour des réadoptions via des petites annonces passées sur des forums de discussion ou des groupes Facebook. Recherche nouvelle maison pour un garçon de 4 ans. Besoin de trouver une famille pour une fillette de 8 ans, originaire de Chine. Le plus étonnant, c'est que ces pratiques n'ont rien d'illégal et se déroulent très simplement, sans aucun contrôle des services sociaux. Pour comprendre comment fonctionne l'adoption à l'américaine, nous nous rendons à Topton, en Pennsylvanie. Une association luthérienne prépare un événement impensable chez nous. Dans les coulisses de la salle des fêtes, les jeunes se préparent, ambiance paillettes et fer à friser. Je termine de la maquiller, j'ai presque fini. Je vais juste lui mettre un peu de rouge à lèvres. Dans quelques minutes, ces adolescents participeront à un défilé de mode avec à la clé autre chose qu'un titre du meilleur look. Je suis ici pour rencontrer des familles et me faire adopter. Avec un peu de chance, quelqu'un va voir à quel point je suis fabuleux et va m'aider à trouver une famille ou peut-être même m'adopter. C'est l'objectif de ce défilé de mode, faire parader des adolescents devant des adultes qui souhaitent agrandir leur famille. Sur le tapis rouge, une trentaine de jeunes, âgés de 10 à 18 ans, tous à la recherche de parents depuis plusieurs années. Notre mannequin suivant est une jeune fille qui s'appelle Alyssa. Elle aime écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, dessiner et faire du bricolage. Si Alyssa tape dans l'œil d'un couple dans la salle, cela ne prendra que quelques mois et quelques formalités pour finaliser son adoption. On est loin des démarches et des délais à la française. Les parents, ils flashent simplement sur un visage et c'est tout. Et là, on tient une famille. L'effet pervers de ce système ultra-libéral, c'est qu'il est aussi très facile de renoncer à élever son enfant adopté. C'est l'histoire de 2 des adolescents qui défilent ce jour-là. Comme eux, aux États-Unis, près de 25 000 enfants adoptés ont été abandonnés à nouveau. Pour éviter ces drames humains, l'association propose aux futurs adoptants des sessions facultatives de formation
Ici, le message est clair, l'adoption ne doit pas être un caprice. Je veux que vous sachiez, c'est les montagnes russes. Ça se passe bien, puis ça dégringole. Cathy est volontairement alarmante, car elle sait qu'un adolescent adopté sur 4 sera abandonné par ses nouveaux parents. Quand vous ramenez un enfant chez vous, il faut plus que de l'amour pour que ça marche. Ces parents doivent impérativement se renseigner sur toutes les épreuves par lesquelles ces enfants sont passés. Le problème, c'est que ces sessions ne sont pas obligatoires. De plus en plus, les parents adoptants mal préparés se rendent sur Internet pour trouver de nouvelles familles à leurs enfants. Facile, un simple échange de signatures suffit à transférer l'autorité parentale. Mais dans un système aussi peu contrôlé, comment éviter les dérives ? C'est la douloureuse expérience que Megan Exon a faite il y a 5 ans. À l'époque, elle s'occupe d'un site internet sur lequel des échanges d'enfants adoptés ont lieu. Elle joue les intermédiaires, jusqu'au jour où elle réalise qu'une des familles adoptantes est en fait bien connue des services sociaux et que la mère a été condamnée pour maltraitance sur ses propres enfants. Megan panique et part récupérer les petits. J'ai dit au père de famille, « Donnez-moi les enfants ou j'appelle la police ». Il s'est tourné vers eux et leur a dit « Prenez vos merdes et barrez-vous ». J'ai joué un rôle là-dedans en les mettant en contact. J'assume ma part de responsabilité et j'ai fait ce que j'ai pu pour arranger la situation. Après cet épisode, Megan s'est retirée du groupe de discussion et elle a adopté l'un des 2 petits. L'autre jeune, Dimitri, a vogué de famille d'accueil en famille d'accueil. Quels sont les effets de ces abandons successifs ? C'est Dimitri en personne qui nous l'explique. C'est au moins ma 5e maison, au moins. Dimitri est né en Russie il y a 20 ans. Il a été adopté à l'âge de 3 ans, puis abandonné à nouveau. C'est toi sur les photos ? Non, ce sont les enfants de la maison, eux. Le portrait de Dimitri ne figure dans aucun album de famille. Ses photos souvenirs, il les trimballe avec lui. C'est ton père ? Oui, il a l'air fou sur cette photo. Baladé de famille en famille, Dimitri n'a jamais trouvé ses repères. Il a commencé à boire à 13 ans. Là, il sort tout juste de cure de désintoxication. Tous mes amis ont été diplômés, acceptés dans des universités renommées, et moi, j'ai toujours été à la traîne à l'école. Ça me déprime. Toutes ces familles qui leur payent des grandes études, de belles voitures. Je me dis que si j'étais resté dans ma première famille d'adoption, si mes parents avaient persévéré, je pourrais être comme n'importe lequel de ces enfants. La première famille adoptive de Dimitri a renoncé à l'élever en 2007. Pourtant, il n'était pas un enfant particulièrement difficile, juste un adolescent un peu turbulent. Les personnes qui adoptent nourrissent d'énormes attentes. Leur fantasme, c'est une famille de contes de fées. Elles ne réalisent pas qu'elles vont rencontrer des difficultés, comme dans toutes les autres familles. Seulement, quand vous adoptez, il n'y a pas cette profonde interconnexion qui existe avec un enfant biologique. Donc vous êtes prêt à baisser les bras beaucoup plus facilement. Sa conclusion, toute adoption devrait être définitive, quoi qu'il arrive. Comme Dimitri, des milliers d'ados se retrouvent délaissés par leur famille adoptante. Certains se retrouvent ici, dans le Montana, au Ranch for Kids. C'est une sorte d'orphelinat bis, réservée aux enfants adoptés dont les parents ne veulent plus s'occuper. La plupart sont originaires des pays de l'ex-URSS. Il est 9h du matin, les cours commencent. You guys ready? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Ces jeunes ont entre 5 et 17 ans. Ils suivent une scolarité alternative destinée à les remettre dans le droit chemin. La recette miracle du ranch, Dieu bien sûr. Jésus est mort pour nous. Il s'est sacrifié. Il a payé le prix ultime, c'est-à-dire sa vie. Voilà qui vous dit ce que vous valez. Vous valez un prix extrêmement élevé. Coût de cet institut, 4 000 $ par mois payés par les parents adoptants. Le prix de la bonne conscience. Car au ranch, on inverse le problème. Les coupables, ce sont les enfants.
Dans un sens, c'est notre faute, et c'est aussi la faute de nos parents biologiques. Je n'en veux pas à mes parents adoptifs. C'est un endroit pour combattre notre attitude condescendante. Une attitude du genre « je mérite tout, je devrais tout avoir parce que j'ai été adopté et que j'ai été un pauvre enfant orphelin ». Le point commun de tous ces jeunes est peut-être d'avoir développé un instinct de survie surpuissant et aussi indispensable, quand on sait que pour l'instant, aucun projet de loi n'est prévu pour interdire l'abandon d'enfants adoptés. Mais dans certains cas, même des riches condamnés ne peuvent pas échapper aux prisons traditionnelles. Il leur reste une dernière option, les consultants en enfermement. Le futur détenu lui paye entre 1000 et 15 000 $ pour apprendre les codes de la prison. Larry s'y connaît, lui-même a passé 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue et possession d'armes. Seal Beach, petite banlieue tranquille de Los Angeles, ses plages, ses surfeurs et sa prison 4 étoiles, l'une des 15 de Californie. Loin des grands ensembles, des miradors et des bergers allemands, un centre de détention miniature où ne sont retenus qu'une dizaine de prisonniers au maximum. Mais le prix est élevé, ici comme à l'hôtel, il faut payer sa nuit. Ça, c'est la partie dortoir. Les prisonniers qui vivent ici doivent payer 100 ou 120 $ par jour. Tout dépend s'ils ont la permission de sortir travailler ou pas. Ils sont logés dans ce dortoir général. Chaque cellule peut accueillir 4 personnes. Si vous souhaitez une pièce pour vous tout seul, nous louons ces lits à 240 $ par nuit. Ça offre un peu plus d'intimité. Vous n'avez pas à partager la pièce avec quelqu'un. Un confort relatif, mais c'est surtout l'angoisse des prisons ultra-violentes qui pousse les détenus dans ces murs. La douche est individuelle ici. On n'a pas un système de douche commune. Donc chaque individu peut venir et prendre sa douche tout seul. Sur les murs, la mascotte de la prison, Sammy, censée apaiser l'atmosphère. Et la cour n'a rien d'un coupe-gorge. La cour est plutôt simple. Il y a quelques tentes pour protéger les gars du soleil, qu'ils puissent se relaxer un peu. Ils peuvent manger, boire, amener leur café et même méditer. Ce détenu, par exemple, aime bien méditer et prendre l'air. Aujourd'hui, Robert, l'un des 3 prisonniers actuels, reçoit une visite dans la cour comme il en a le droit. Il purge une peine de 2 ans pour avoir provoqué la mort de son meilleur ami alors qu'il était ivre au volant. Il doit verser chaque mois 3 000 $ à la prison. À sa sortie, sa note s'élèvera à 72 000 $, un peu plus de 50 000 €. Quand tu pèses le pour et le contre, il vaut mieux payer très cher et être dans cette prison. Le standard d'hygiène est plus élevé, il y a une meilleure sécurité et beaucoup moins de violence. Et pour ces 50 000 €, voici ce à quoi Robert a accès. Un frigo rempli, les détenus peuvent se faire à manger eux-mêmes. Et une cuisine équipée avec four micro-ondes, lave-vaisselle et cafetière. Une liberté de mouvement à l'intérieur de la prison et quelques avantages, comme une bibliothèque remplie de livres et de DVD et une télé à disposition. Mais surtout, des codétenus fréquentables. Cellule numéro 1, lit numéro 2. C'est ma maison depuis 10 mois et pour les 14 prochains mois. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour venir ici. Généralement, ils ne vont pas faire des choses stupides, être violents, se disputer à propos de trucs sans importance et perdre leur argent, puis se faire expulser et finir là où ils ne voulaient pas aller. Des arguments convaincants pour ceux qui ont peur de la prison et surtout qui peuvent se payer la paix derrière les barreaux. L'établissement est privé et comme tout bon chef d'entreprise, son responsable a même lancé une campagne de pub dans les journaux. Permission de travailler, écran plat, lecteur DVD, ordinateur, un établissement propre avec des lits neufs. Nous avons reçu des dizaines d'appels et d'emails en réponse à cette pub. C'était le but. Mais même si on n'avait eu qu'un seul coup de fil et qu'une seule personne avait passé 10 jours ici, ça aurait remboursé le prix de la pub. Ce n'est pas grâce à la pub que Barry, un chef d'entreprise, a atterri dans une prison dorée californienne. L'année dernière, il a été condamné pour fraude fiscale à 3 mois ferme. Il les a passés ici dans un établissement payant à 85 $ la nuit. L'addition, 7 650 $.
Dans cette prison, c'est plus facile. Ce sont en général des gens qui ont bien réussi qui sont ici. C'est une sorte de prison de luxe ? Oui, on peut dire ça comme ça. Même si une prison de luxe, ça n'existe pas. Mais quitte à choisir, c'est bien mieux qu'une prison classique. Bonjour Rudy. Entre. C'est son avocat qui lui a dégoté une place en prison payante. Car il ne suffit pas d'être riche pour pouvoir y séjourner. Il faut convaincre le juge qui peut bloquer une admission. Barry a obtenu l'autorisation de ne rester que la nuit derrière les barreaux. Un salut, selon lui. Ils demandent si on a un passé violent, si on prend des drogues, si on est en bonne santé et si on peut travailler. J'ai eu l'avantage de pouvoir sortir tous les matins et d'aller au boulot. Et de continuer de travailler sans risquer de voir ma société fermer ses portes. Quand j'ai réalisé qu'on ne pourrait pas gagner le procès, j'ai cherché à rendre sa peine la moins dure possible. Mais dans certains cas, même des riches condamnés ne peuvent pas échapper aux prisons traditionnelles. Il leur reste une dernière option, les consultants en enfermement. Un métier qu'a inventé Larry Levine. Le principe est simple, le futur détenu lui paye entre 1000 et 15 000 $ pour apprendre les codes de la prison. Larry s'y connaît, lui-même a passé 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue et possession d'armes. Aujourd'hui, son client est nerveux, Harry, 60 ans, attend dehors. Il craint de devoir être emprisonné pour avoir vendu de la marijuana. Je n'ai jamais dû faire face à ce type de pression dans ma vie. Et j'ai besoin de parler à quelqu'un qui connaît son sujet, qui a l'expérience que je n'ai pas. Début de la séance. Asseyez-vous. Le consultant et son associé débitent des conseils censés rassurer le client. Nous ne faisons pas de miracle, on va juste limiter les dégâts. Ne coupez pas une file d'attente. Attendez que la personne ait terminé son appel téléphonique. Ne vous asseyez pas sur le lit de quelqu'un, à moins qu'il ait dit que c'était OK. Ne jamais prendre quelque chose par-dessus l'assiette d'un autre prisonnier. Ça se fait pas. On ne veut pas vous rendre parano, mais faites gaffe. Soyez vigilants. Faites attention à ce que vous faites. Difficile de dire si les chers conseils du consultant seront utiles, mais Larry Levine a trouvé un filon. Son entreprise est prospère. Plus on est riche, plus la justice est favorable, un principe qui n'est pas nouveau aux États-Unis. Mais l'émergence des prisons payantes et des consultants hors de prix révolte Scott Johnson. Cet avocat, souvent commis d'office, regrette que le confort des établissements pour clients aisés ne soit pas réservé à tous. C'est un système discriminatoire. Si vous pouvez payer, vous pouvez vivre une expérience différente de ceux qui n'en ont pas les moyens. Ces prisons payantes promettent un environnement plus sûr, à l'écart des gens dangereux. Mais en fait, ils veulent parler des minorités, les Noirs, les Latinos, les gangs. Les détenus les plus pauvres dont parle l'avocat n'ont jamais droit aux prisons 4 étoiles. L'immense majorité des prisonniers californiens survivent dans des conditions déplorables. Selon les dernières statistiques, il serait plus de 120 000 dans l'État, dans des bâtiments conçus pour en accueillir 80 000. Scandale à Hollywood, encore un pourrait-on dire, dans la ville de tous les excès. Pourtant celui-ci ne concerne pas les aventures de stars de cinéma, il touche à un point ultra sensible de la société américaine, la peine de mort. Le roi du porno Larry Flint ne veut pas que l'homme qui lui a tiré dessus soit exécuté. Il ne veut pas la mort de celui qui l'a rendu paraplégique. Larry Flint, fondateur du magazine érotique Hustler dans les années 70, fait parler de lui encore une fois. La semaine dernière, il publie une lettre ouverte dans le Hollywood Reporter. Il demande la grâce pour Joseph Paul Franklin, l'homme qui lui a tiré dessus il y a 35 ans et l'a cloué sur un fauteuil roulant. Franklin a été condamné par la Cour suprême du Missouri à la mort par injection létale le 20 novembre prochain. J'aurais toutes les raisons de me réjouir de cette décision, mais ce n'est pas le cas. Je ne veux pas le tuer, je ne veux pas le voir mourir. Ce n'est pas la première fois que Larry Flint s'invite sur le terrain de la politique. S'il commence sa carrière en publiant des photos érotiques à grande échelle, il déborde vite du cadre du magazine porno. Dans ses pages, par exemple, des politiques abusent de la statue de la liberté. Des prises de position qui vont lui coûter cher. Il collectionne les procès pour obscénité et passe même 6 jours en prison.
Tout ce dont vous avez besoin pour mettre le pornographe dans son élément, en prison, c'est un bon procureur volontaire et un tribunal compétent. Mais rien ne freine Larry Flynt qui provoque et provoque encore en invoquant la liberté d'expression. Nous sommes le pays le plus puissant du monde aujourd'hui. Et ça, c'est uniquement parce que nous sommes le pays le plus libre du monde aujourd'hui. Le 6 mars 1978, à la sortie du tribunal, Larry Flynt est pris pour cible par un sniper. Il survit, mais sa colonne vertébrale est touchée. Il ne pourra plus jamais marcher. Je ne veux pas savoir qui m'a tiré dessus. Juste savoir pourquoi on m'a fait ça. Parce qu'il faut se débarrasser de ces éléments de la société. C'est la même chose pour Malcolm X, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King. Toute personne qui devient controversée socialement ou politiquement finit par se faire assassiner. C'est pour le tireur que Larry Flynt demande aujourd'hui la clémence. Flynt est à contresens, dans un pays où l'immense majorité de la population reste favorable à la peine de mort. Une position qui n'étonne pas Seth Abramovich, le journaliste qui a publié sa lettre. Il n'a jamais été un homme qui suit le sens du vent. C'est un homme qui suit sa propre route. C'est un vrai Américain qui peut offenser et choquer de nombreuses personnes, notamment dans cette affaire. Et c'est ça qui le rend intéressant. Et c'est aussi pour cela que nous avons décidé de publier cet article. Ce qui est choquant pour de nombreux Américains, c'est que le tireur n'a pas pris que Larry Flynt pour cible. À la fin des années 70, Joseph Paul Franklin a assassiné au moins 20 personnes au hasard de sa route. Ses ennemis, les Noirs, les Juifs, les couples mixtes. Cet ancien membre du parti nazi américain a toujours assumé, fièrement, son racisme. Avez-vous des opinions racistes? Oui, bien sûr. Pourquoi avez-vous tué ces Noirs? Je suis contre les mélanges raciaux et le communisme. Si Joseph Paul Franklin a tiré sur Larry Flynt, c'est à cause de ses photos publiées dans Hustler, un homme noir et une femme blanche. Voici le bâtiment gigantesque de Hustler à Los Angeles. 150 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Larry Flynt nous reçoit dans son bureau Temple du Kitsch, où il collectionne les statues de nus et les plus belles unes de son magazine. À bientôt 71 ans, il est très affaibli, mais il garde l'esprit clair. Pour lui, la peine de mort n'est jamais une solution, et le profil du condamné n'y change rien. Cet homme m'a tiré dessus et je suis dans un fauteuil roulant depuis 35 ans. Ça ne changera rien de l'exécuter. Si j'étais quelqu'un qui cherchait la vengeance, je serais pour. Mais la justice doit toujours primer sur la vengeance. Je pense que c'est une peine bien plus dure de passer sa vie en prison, plutôt que d'être exécuté. Je ne pense pas qu'en tant que gouvernement civilisé, nous devrions avoir le droit de tuer des gens. Des arguments précieux pour les anti-peines de mort, qui se sentent parfois un peu seuls aux États-Unis. Voici l'un de ses militants, Mike Farrell, lui-même ancienne vedette des studios hollywoodiens voisins. La plupart me reconnaîtront, tous ceux qui connaissent la série MASH. Et là, c'est moi, il y a très longtemps. Malheureusement pour la cause abolitionniste, Mike Farrell est plus célèbre pour ses films que pour ses convictions politiques. Pour lui, l'appui d'une figure comme Larry Flynt était inattendu, une bonne surprise. Personne n'aurait entendu parler de l'exécution de Joseph Paul Franklin dans le Missouri le 20 novembre si ce n'était pas Larry Flynt qui avait parlé de cette affaire. Je pense que ce qu'a fait M. Flint est très courageux. Cela montre le chemin que devrait suivre la société, et je l'admire pour cela. Larry Flynt a réussi son coup, relancer le débat sur la peine de mort aux États-Unis. Mais rien ne dit que Joseph Paul Franklin échappera grâce à lui à la peine capitale. Les familles des autres victimes ne se sont pas prononcées, et l'exécution reste prévue le 20 novembre prochain. Des dizaines d'anciens policiers et pompiers accusés d'avoir exploité le 11 septembre en détournant des millions de dollars de pensions d'invalidité. On les appelle déjà les escrocs du 11 septembre.
106 fonctionnaires new-yorkais auraient détourné 23 millions de dollars à la sécurité sociale. Ils prétendaient être des héros traumatisés du 11 septembre. En réalité, ils n'avaient jamais mis les pieds sur Ground Zero. Un déshonneur et un scandale dans le pays. Cette combine était particulièrement cynique. La moitié des accusés a fait de fausses déclarations prétendant être victimes de traumatismes psychologiques dus à l'attentat du 11 septembre. Des policiers et des pompiers qui ont inventé des maladies physiques et psychologiques liées au 11 septembre alors qu'ils allaient, semble-t-il, très bien. Exemple, Louis Hurtado, 60 ans, un ancien policier qui s'est déclaré handicapé et déprimé, cloîtré chez lui. Il aurait touché 470 000 $ de l'État. En réalité, il était devenu professeur d'arts martiaux. Pour preuve, cette vidéo retrouvée par les enquêteurs sur YouTube. Richard Consentino était censé être en dépression. Lui a été trahi par cette photo postée sur Facebook et montrant ses exploits de pêche. Quant à Glenn Lieberman, officiellement incapable de travailler et de sortir de chez lui, on le voit ici sur son jet ski en Floride. Sa photo pour le moins provocatrice à la une de plusieurs journaux s'est retournée contre lui. A-t-il acheté sa maison de vacances en partie avec ses 175 000 $ de pension? L'enquête le dira. Glenn Lieberman, le voici à la sortie du tribunal de New York, assailli par les paparazzi. Allez, enlève ton écharpe! L'ex-policier du Bronx, moins à l'aise que sur un jet ski. Il aurait voyagé dans le monde entier et même créé sa petite entreprise. Votre client a-t-il plaidé non coupable? Oui, tout à fait. Je pense qu'il risque 2 ans de prison si on va au procès et qu'il est reconnu coupable. J'ai hâte de défendre son dossier lors du procès. J'espère que le procureur a des preuves, sinon c'est lui qui aura l'air fin. Si le procès a lieu, le procureur de New York fera tout pour prouver qu'aucun des 106 accusés n'était atteint de troubles psychiatriques à cause du 11 septembre. Ce jour-là, 2 avions de ligne sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center. Elles s'effondrent en moins de 2 heures. Un gigantesque nuage de poussière recouvre entièrement l'île de Manhattan, intoxiquant les milliers de sauveteurs dépêchés sur place, dont beaucoup mourront de cancer du poumon. 12 ans après, voici le nouveau visage du World Trade Center. À la place des 2 tours détruites, 2 bassins profonds de 9 mètres alimentés par des chutes d'eau. Tout autour, sur le parapet, sont gravés les noms des 2749 victimes du 11 septembre. John est guide bénévole au mémorial, une façon pour cette habitante du quartier de rendre hommage aux victimes des attentats. Le nom de l'homme sur la photo est Bill Quick. Bill était un pompier et a travaillé ici pendant 2 mois, jusqu'à ce que sa santé ne le tue. Depuis, plus de 1400 sauveteurs sont morts comme lui. Le sacrifice des sauveteurs a bouleversé l'Amérique tout entière. On estime à 10 000 le nombre de malades empoisonnés par le nuage toxique de l'attentat, des vrais malades qui n'ont pas tous obtenu leur prise en charge par la sécurité sociale. L'arnaque des 106 ex-fonctionnaires sur le dos des victimes du 11 septembre choque le pays, d'autant que le système était parfaitement organisé. Pour comprendre comment ces imposteurs auraient mis en place cette arnaque, direction Washington. Jonathan Lasher est l'un des enquêteurs de la sécurité sociale. Il a passé 5 ans à remonter la filière des escrocs du 11 septembre jusqu'à leur chef présumé. On a remarqué que la plupart des postulants, qui étaient tous d'anciens policiers de New York, avaient tous le même symptôme psychiatrique dans leur demande d'indemnisation. Dans leur dossier, ils expliquaient qu'ils avaient du mal à se concentrer, qu'ils ne pouvaient pas faire certaines choses, qu'ils étaient angoissés. Et les formulaires étaient toujours validés par les mêmes médecins et le même avocat, M. Lavallée. Voici Raymond Lavallée, le chef présumé du gang, un avocat de 83 ans. Il aurait eu sous ses ordres Thomas Hale, spécialiste des questions de pension d'invalidité, John Minerva, détective, et Joseph Esposito, ex-policier new-yorkais, qui aurait coaché la centaine de faux malades pour tromper les psychiatres lors des examens. Pendant ces examens,
les postulants ne devaient jamais regarder le psychiatre dans les yeux et prétendre à des crises de panique. Ils devaient aussi faire part de leur crainte de l'avion et de leur phobie des gratte-ciels. Pour leurs conseils, ces spécialistes auraient touché entre 20 et 50 000 $ par dossier. Si tel était le cas, pas étonnant que la vallée ait les moyens de s'offrir aujourd'hui les services de Raymond Perini, l'un des ténors du barreau de New York. Un cas difficile pour l'avocat, son seul argument, le passé prestigieux de son client. Ray Lavallée a 83 ans. Il s'est battu à la guerre de Corée. Il a travaillé comme agent du FBI. Il a combattu la mafia pendant 5 ans à Miami et à New York. J'ai l'intention de restaurer sa réputation et de prouver son innocence. Pas suffisant pour calmer la colère des victimes du 11 septembre, qui parfois ont dû attendre longtemps avant d'être indemnisées. Le capitaine Michael Phillips est l'un des vrais héros du 11 septembre. Il a risqué sa vie pour sauver celle des autres le jour de l'attentat. Il a même été décoré pour ça. Responsable des ferries, lui et ses équipages ont rapatrié près de 500 000 personnes entre Manhattan et le New Jersey au moment du drame. Le capitaine Phillips a payé le prix de son héroïsme. Il souffre désormais d'un cancer du foie et d'une dépression qui l'oblige à prendre 8 médicaments par jour et à suivre des séances de chimiothérapie. Voilà tout ce que je dois prendre chaque jour. Lui a dû attendre longtemps avant d'obtenir l'aide de la sécurité sociale. Et il ne touche que 1 700 $ par mois, loin des 250 000 $ en moyenne des escrocs du 11 septembre. Je ne comprends pas comment ces gens ont réussi à passer entre les mailles du filet, alors que ça a été si compliqué pour quelqu'un comme moi. J'ai fait 14 mois de chimiothérapie. J'ai payé pour mes médicaments, mes visites médicales. Ça a dû me coûter entre 40 et 60 000 $ pendant 2 ans, sans sécurité sociale. L'instruction du procureur de New York est loin d'être close, car les enquêteurs soupçonnent désormais les escrocs du 11 septembre d'avoir exercé leur talent bien avant les attentats. Dès 1988, ils auraient aidé des fonctionnaires à arnaquer la sécurité sociale en simulant des maladies. Une affaire impliquant maintenant 1 millier de fraudeurs et portant sur près de 400 millions de $. Les 4 organisateurs ont été libérés sous caution en attente du procès. Le chef présumé du gang a dû débourser 1 million de $ afin d'éviter la prison pour le moment. Moi, j'ai été volée de 25 ans de ma vie. Je vais devoir travailler tout le reste de ma vie, sûrement jusqu'à ma mort. Je ne serai jamais à la retraite. Où sont passés les 25 millions de $ volés? Comment indemniser les victimes? Autoroute 17, Géorgie, sud des États-Unis. Le 31 décembre dernier, lors d'une patrouille de routine, les shérifs locaux arrêtent ce 4x4 pour un motif qui semble futile. Les vitres sont teintées et c'est interdit en Géorgie. Mais pour les 2 policiers, c'est les étrennes avant l'heure. Le suspect se présente de lui-même comme étant un gros poisson. Il nous a dit « Les gars, je vais faire de vous des gens riches et célèbres ». J'ai demandé qui il était. Il a dit « Je suis Aubrey Lee Price et je suis recherché par le FBI ». L'homme arrêté dit vrai. Quelques heures plus tard, les chaînes de télé américaines annoncent l'arrestation d'un escroc recherché depuis déjà 18 mois. L'homme était un petit banquier local de Géorgie à qui des amis avaient confié des millions de $ parce qu'il cherchait un investissement sûr. L'accusé a admis dans un courrier de 22 pages avoir fait de faux rapports pour dissimuler plus de 20 millions de pertes dans ses investissements. Comme un air de déjà-vu, un air de mini-Madoff. Aubrey Lee Price avait bien trompé son monde, à commencer par cet homme, Scott Traubey, un journaliste d'Atlanta, la capitale de la Géorgie. Scott Traubey, début 2011, fait la une du journal avec un papier sur un investisseur bienveillant, Aubrey Lee Price, qui arrive pour sauver une banque locale de la faillite.
Price et ses amis investisseurs ont mis 10 millions de dollars dans une banque de Montgomery, une petite ville de la région. Et c'était un investissement tout à fait inhabituel pour le coin. C'était comme un film annonçant une vie meilleure. Ce qu'il a fait là, c'était unique. Et du coup, on en a parlé en couverture. Dans l'article, Aubrey Lee Price confie son excitation pour un investissement comme celui-ci. Et avec son air de trader sorti tout droit de Wall Street, l'homme séduit. Les habitants lui confient jusqu'à 25 millions de dollars dans sa petite banque, un conte de fées, jusqu'à l'envoi de cette lettre en juin 2012. Je suis responsable à 100% des pertes que j'ai provoquées. J'ai falsifié des comptes rendus avec de faux bénéfices. Je meurs et je serai enterré dans la honte et les regrets, comme je dois l'être. Avec mes regrets, mon chagrin et ma tristesse. Des aveux. Aubrey Lee Price reconnaît des pertes, reconnaît une escroquerie et affirme qu'il va se suicider. Mais écrit-il vraiment toute la vérité ? Une caméra de surveillance le surprend en 2012 en train de prendre un ferry en Floride. À la sortie du bateau, il disparaît des radars. Un juge le déclare même mort en 2013. Mais le FBI ne croit pas au suicide. Et des enquêteurs, dont le procureur général de la région, faute de preuves, doutent de sa mort. Tout le long, on a cru qu'il était en vie et qu'il essayait d'éviter d'être arrêté. Nous pensions cela parce que nous n'avions pas de preuves de son suicide. Malgré les recherches, nous n'avions ni corps ni vêtements. Le FBI ne lâche pas l'affaire. Aubrey Lee Price devient un criminel fédéral avec une récompense pour sa capture, 20 000 $. L'histoire de l'escroc fantôme passionne l'Amérique, d'autant que ses victimes ressemblent aux voisins d'à côté. Comme Wendy Cross avec sa mère. Elle lui avait confié près de 300 000 $, toutes leurs économies. Regarde ça. Regarde comme il avait l'air professionnel. Aubrey Lee Price les a escroqués pendant des mois grâce à de faux comptes rendus de placement qui paraissaient parfaitement raisonnables. Le rendement était de 5,44%. Et il n'y avait jamais de gain énorme en un mois. Ce n'est pas comme si cela avait été de 20%, vous voyez, ou s'il y avait eu de grosses pertes. Tout avait été très normal. Moi, j'ai été volée de 25 ans de ma vie. Je vais devoir travailler tout le reste de ma vie, sûrement jusqu'à ma mort. Je ne serai jamais à la retraite. Où sont passés les 25 millions de dollars volés ? Comment indemniser les victimes ? Ces avocats ont été chargés par la justice américaine de récupérer ce qui pourrait l'être, et selon eux, il ne reste pas grand-chose. Il avait acheté des maisons en Floride, des appartements, un centre commercial en Géorgie et des terrains de chasse. La plupart de l'argent a été perdu dans des investissements mauvais, dans de la spéculation au jour le jour et dans de mauvais investissements immobiliers. Il y a vraiment une partie de lui qui est un peu stupide et une autre partie de lui qui est mauvaise. Car lorsqu'il a perdu l'argent, il n'a pas dit aux victimes « J'ai perdu vos économies, j'ai mal travaillé ». Il leur a dit « Je travaille super bien, donnez-moi plus ». Et moi maintenant, j'essaye de récupérer tout ce que je peux pour rembourser les investisseurs. Et avec un peu de chance, maintenant qu'il est en prison, il va nous y aider. Retrouvé après 18 mois de cavale, le flamboyant banquier est aujourd'hui ce prisonnier docile dans son costume rayé. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé de magot là où il se cachait. Aucun signe de richesse. En revanche, il semblait s'être reconverti dans le cannabis. 450 plants retrouvés dans la maison qu'il louait. Banquier véreux, faux suicidé et désormais vrai prisonnier, Aubrey Lee Price a plaidé non coupable lors de ses auditions devant la justice. Il dort désormais dans cette petite prison, le seul scénario qu'il n'avait pas prévu dans sa lettre de confession. Le Scorpion fait le show en vraie bête de scène.
Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y! Relève-toi! Relève-toi! Mais l'atmosphère du tournoi provoque un certain malaise. Ouais, bien bébé! Une culture de la violence qui est assumée. C'est bien mon fils! Début du week-end à l'école élémentaire de Tullahoma, dans le Tennessee. Dans la cour, Jerzy Hendricks, 9 ans. Un élève pas vraiment comme les autres. Un champion. Tout le monde le connaît ici. Il est connu pour faire du MMA. C'est ce que tu fais? Le MMA, Mixed Martial Arts, un mélange de lutte et de plusieurs arts martiaux. Jerzy est déjà un expert. Si jamais quelqu'un veut se battre avec lui, il sait quoi faire. Je suis vraiment fière de lui. C'est un enfant génial et un fantastique combattant. Tu as déjà compté tes médailles? Tu en as combien? 36. 36 médailles? Jerzy a déjà participé à des dizaines de combats dans tout le pays. Normal, il a commencé le MMA à l'âge de 5 ans. En fait, j'ai gagné 38 médailles. La première ceinture que j'ai gagnée, c'est celle-là. J'ai gratté un peu la peinture. Celle-là, je l'ai gagnée en 2013. C'était la division expert. Ça, ce sont les épées samouraïs que j'ai remportées dans des compétitions. Regardez, la lame est noire. Le MMA, c'est ça. Deux hommes enfermés dans une cage qui se tapent dessus. Presque tous les coups sont permis, notamment frapper son adversaire à terre. Drôle de modèle pour des enfants. D'ailleurs, c'est interdit en France, y compris pour les adultes. Mais aux États-Unis, même les enfants peuvent le pratiquer dans une version plus light. Mon coup favori, c'est l'étranglement arrière. Mais je fais plus souvent des clés de bras. Parce que l'étranglement, c'est pas évident à faire. De tous ces mecs, tu préfères qui? GSP. GSP, Georges Saint-Pierre, plusieurs fois champion du monde de MMA. Voici Luc, kinésithérapeute de son état, le père de Jerzy, qui l'a initié au MMA à l'âge de 5 ans donc. Depuis, la famille parcourt le pays pour participer à des tournois. J'ai fait cette vidéo il y a 2 ans. Jerzy faisait un combat dans une cage devant 2000 personnes. Quand il a combattu la première fois, on lui a acheté un t-shirt rouge et noir avec un petit scorpion sur la manche. Et Jerzy est un petit gars, mais il frappe fort. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton surnom? Ça lui va bien. Il me va bien, parce que les petits sont les plus dangereux. Tu es dangereux? C'est justement pour ça que les parents de Jerzy ont voulu qu'il fasse du MMA, pour qu'il devienne fort. Il ne voulait pas aller avec les autres enfants parce qu'il était nerveux, effrayé. On a dû le pousser un peu. Ça l'a transformé. C'était un petit garçon qui te faisait presque pitié. Et il est devenu un leader. Tout le monde l'admire maintenant. Vous savez, vous avez 2 options. Vous pouvez envoyer votre enfant dehors pour qu'il fasse l'expérience de la douleur, pour qu'il sache qu'il faut se battre dans la vie. Ou alors vous pouvez protéger votre enfant et le garder enfermé, loin du monde réel. 2 fois par semaine, Jerzy va s'entraîner à quelques kilomètres de chez lui. Un entraînement important aujourd'hui. Demain, il va participer à un tournoi. Il y a quand même un petit problème. Leur prof, Albert, leur enseigne des coups qu'ils ne sont pas censés donner. Des gestes violents, interdits par les règles du MMA pour enfants. Au milieu du gymnase, l'élément essentiel du MMA, la cage. Si je veux le mettre par terre, je me laisse tomber, j'attrape ses jambes et je le renverse. Après, je m'assois sur lui et si je veux le frapper, je le frappe. Si je veux l'attraper, je l'attrape. C'est parti. Stop! Sur le côté, Luc, toujours très attentif. Est-ce que ça le dérange de voir son fils se battre dans une cage?
Eh bien non. Il fait ça depuis 4 ans, je suis habitué. Je sais que la cage a une connotation négative, parce que c'est une cage. Les gens pensent que ce n'est pas la place des enfants. Mais en fait, c'est un environnement très contrôlé. Mais des enfants dans des cages, ça ne plaît pas à tout le monde aux États-Unis. Las Vegas dans le Nevada, aux côtés de la Tour Eiffel et du château de la Belle au Bois dormant, un bâtiment plus modeste, le siège de la commission athlétique de l'État. C'est elle qui a notamment le pouvoir d'autoriser ou d'interdire les combats de MMA dans le Nevada. Ce jour-là, John Frank, un ancien champion de la discipline, vient solliciter l'autorisation d'organiser ici des combats pour enfants. Le but, ce n'est pas de blesser ou de faire mal. Il n'y a aucune réglementation au niveau fédéral. Chaque État se débrouille dans son coin. La Californie, par exemple, a interdit les combats d'enfants l'année dernière. John Frank veut tenter de démontrer que ce n'est pas violent pour les petits. Évidemment, on ne les laisse pas combattre avec colère ou méchanceté. Et les jeunes ont des sortes de protections sur le corps? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Non, ils portent juste un t-shirt moulant et un short. Ils ne sont pas complètement convaincus. Ils veulent se faire une idée plus précise. La décision est repoussée à plus tard. En attendant, c'est autorisé dans le Tennessee. Rien de tel qu'une petite prière avant de se taper dessus. C'est le jour du tournoi de MMA. Une vingtaine de combattants de 6 à 18 ans. Jersey est là, évidemment. Relève-toi. De quoi on a parlé hier? Il faut que je contrôle tout le temps. Si tu es au-dessus, qu'est-ce que tu fais? Toujours. Je domine. Oui, tu domines, mais c'est quoi le mot? Je suis un poids. Exactement, un poids. Le Scorpion fait le show en vraie bête de scène. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y! Les combats ne sont pas si violents. Relève-toi! Relève-toi! Mais l'atmosphère du tournoi provoque un certain malaise. Reste calme, Jersey. Allez, la même chose. Tourne, tourne, Jersey, sois malin. Les spectateurs qui hurlent. La cage. Bien, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, bien, bébé. Une culture de la violence qui est assumée. C'est bien, mon fils. Tu dois leur apprendre à se battre, mec. Les gens ont peur de nos jours, ils ne savent plus se battre. Ils pensent que c'est mal. Et là, faire ça dans un environnement contrôlé, c'est positif. D'ailleurs, le tournoi se termine par des combats plus durs, avec des grands et des petits. Reste en mouvement, Jersey. Jersey rentre de nouveau dans la cage. Après le MMA, un petit combat de kickboxing pour finir.